populaire. 8.0 Bienvenue dans le monde de MySQL. Information cophonie. Salut Olivier. Salut le Fred. En forme? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est pas vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la vidéo. Voilà, et donc c'est l'épisode 3. Bienvenue sur le monde de MySQL. Bienvenue à tous. Et alors aujourd'hui, on a un programme, on va essayer de faire un peu plus léger que la dernière fois, comme ça plus easy à voir, on va dire. Et on va commencer par la feature 8.0. T'es OK? C'est parti. Alors, quelle est la feature 8.0 du jour? Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on nous demande, et sûrement toi, dans ta position encore plus que moi, on doit te le demander souvent, c'est le fameux operator pour MySQL. MySQL Operator, effectivement, c'est une demande, une grosse demande. Et cool, je pense que tu as de bonnes nouvelles à ce sujet. Oui, donc voilà, la bêta est maintenant sortie. On n'a pas trop annoncé là-dessus pour le moment. Mais donc, c'est une petite primeur aujourd'hui pour ceux qui nous regardent. Et donc, sur GitHub, github.com/mysql/MySQL Operator, on a l'opérateur de MySQL pour Kubernetes. Et par rapport à d'autres, donc il se base, il est écrit en Python. Il se base, je pense qu'ils ont allé sur un framework de Zalando, et il utilise par rapport aux concurrents, on va dire, il utilise MySQL Shell. Très bien. Donc ça, c'est tout à fait, je veux dire, unique. Donc il utilise MySQL Shell pour gérer, manager, créer un cluster, donc InnoDB cluster, et on peut l'utiliser pour, bien sûr, la version Community de MySQL, mais aussi la version Enterprise. Il supporte les deux, et il peut faire tout ce qu'un opérateur peut faire. Donc, j'invite les gens à aller checker tout ça. Moi, je l'ai testé avec Minikube, et ça fonctionnait bien. Alors, cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça, oui. Donc, ouais, c'est sur GitHub, MySQL-opérateur. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, des retours, tout ça, n'hésitez pas à nous remonter ça. Moi, comme tout le monde le sait, je ne suis pas le plus grand fan de Kubernetes. Ah bon? Ah bon, c'est sûr. Mais bon, moi, je suis de la vieille école des bases de données qu'il faut, je veux dire, la performance, les grosses machines. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Donc, une grosse demande. Et alors, il fonctionne aussi sur le cloud OCI dans OKI. Donc, n'hésitez surtout pas à tester. On est friand de retour. Hein. Donc, c'est aussi une façon de contribuer à l'open source. N'hésitez pas à tester et renvoyez-nous vos critiques. Voilà, toutes les critiques. Commentaires, tout ça. Commentaires et tout. Super, merci. Merci à toi. Alors, aujourd'hui, en fait, la revue de presse, c'est un retour vers le MySQL Day francophone, français, qui a eu il y a au mois de mai. C'est ça, oui, 3 semaines environ, je pense. Il y a 3 semaines à peu près. Très bien. Alors, on a eu... alors déjà, je vous remercie tous les participants. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un événement MySQL avec autant de personnes, voire c'est peut-être la première fois. C'était vraiment beaucoup de personnes. Donc ça, c'est cool, ça prouve qu'il y a une demande, que la communauté est toujours là. Merci à vous. Les vidéos, pour ceux qui auraient manqué l'événement, les vidéos sont accessibles sur Oracle Hub, si je ne m'abuse, Video Hub. Je mettrai le lien. Dans le lien dans la... Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au programme? Donc, au programme, on a commencé par les nouveautés de MySQL de toi, Fred. J'avais une question. Donc, tu as parlé de quoi? Donc, j'ai parlé surtout... j'ai fait un petit overview, je veux dire, de ce qui est de MySQL 8 en général, pour tous ceux qui ne connaissaient peut-être pas. Mais je ne me suis pas trop attardé parce que j'ai déjà fait plein de présentations sur tout ce que MySQL 8 est. Et je me suis attardé plutôt sur les dernières versions, et donc expliquer ce qu'on avait rajouté dans les dernières versions de MySQL 8. Et donc là aussi, je vous invite d'aller voir, les slides sont dispo, la vidéo est dispo. Et donc, mais il y a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup de questions.
c'était assez intéressant. Et pour ceux qui ne sont pas encore passés, ben, il est temps de vraiment passer à MySQL 8. Il est grand temps même, hein. N'oubliez pas, si vous êtes sur 5.1, 5.6, 5.5, il faut vraiment oublier tout ça et passer sur le 8. Et donc là, j'ai expliqué vraiment les toutes dernières features qu'on a rajoutées dans les toutes dernières versions. Donc actuellement, la dernière version, c'est 8.0.25. Et donc, j'ai parlé de 8.0.23, 0.24 et 0.25. Et donc, s'il y avait vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant là-dedans, à mon avis, en tout cas pour moi, c'est le failover asynchrone qui permet d'avoir un réplica d'un groupe, InnoDB Cluster, Group Replication, et si le nœud primaire, donc ce qu'on appelle le primary, dont on est le réplica, pour une raison ou une autre, meurt, n'est plus là, est décommissionné ou ce qu'on veut, et quitte le groupe, eh bien, automatiquement, le réplica va trouver sa nouvelle source de réplication qui sera le prochain primaire qui sera élu par le groupe, automatiquement. On ne doit rien changer, automatiquement, la source s'en va, le réplica se dit, oulala, je n'ai plus de source, et il va demander au groupe qui est le nouveau primaire et se reconfigure et reconnecte automatiquement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, je veux dire, pour moi qui travaille sur MySQL depuis tellement d'années, c'est toutes des petites choses qui nous manquaient vraiment et qu'on utilisait des scripts pour faire ça. Et il y avait plein de third-party tools, comme on dit, qui permettaient de faire ça, mais jamais de façon optimale ou très sûre. Ici, c'est dans le serveur, c'est directement dans MySQL, donc ça, c'est vraiment génial. Et donc là, tu parles d'une architecture de disaster recovery. C'est bien ça? Oui, le disaster recovery, mais pas seulement. Les gens pourraient avoir des réplicas, on va dire, d'un groupe pour faire autre chose, pour faire du reporting, des choses comme ça. C'est aussi possible, quoi. Avoir des réplicas spécialisés pour des tâches spécialisées. C'est ça. Ouais, très bien. Et tu as réussi à tenir en 30 minutes pour toutes les nouveautés? C'était juste, mais j'ai réussi. J'avais mis le turbo, hein. Ouais, ça, c'était un bel exploit. Très Merci. bien, merci. La deuxième présentation, c'était moi, c'était MySQL Database Service et HeatWave. Donc là, l'idée, c'était de présenter le pass MySQL dans le cloud Oracle, dans OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Donc MySQL Database Service, donc présenter les différentes fonctionnalités et présenter HeatWave, qui est une des fonctionnalités majeures en fait, de MDS, qu'on ne retrouve que sur OCI, qui permet d'accélérer, on va dire, voilà, d'accélérer de façon dramatique, extraordinaire, les requêtes de MySQL. Donc c'est adapté pour des workloads typés analytiques, typés business intelligence. On est plus là dans du OLAP. Et j'ai testé HeatWave avec, pour moi, maintenant, bien sûr, les gens peuvent écrire les plus mauvaises queries du monde tout le temps et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Mais il y a un produit qui, à mon sens, a toujours eu des soucis avec MySQL en point de vue performance. Et c'est Magento. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé Magento, mais quand j'ai fait je veux dire, beaucoup d'optimisation de requêtes, j'ai tombé tout le temps sur des sites Magento où il y avait des problèmes. Et donc, je me suis amusé à tester Magento avec HeatWave. Et eh bien, je peux dire que ça marche bien et que ce qui était lent ne l'est plus. Donc, c'est aussi, j'invite, s'il y a des gens qui ont des soucis de perf avec Magento, donc sans être vraiment des queries analytiques, mais ils peuvent aussi bénéficier de HeatWave. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, C'est la petite parenthèse. Ouais, super. Très, très intéressant. Donc là, c'était MySQL Database Service HeatWave. La troisième présentation, c'était Oracle Analytics Cloud avec MySQL Database Service de Philippe Lyon. Je crois que tu as bien aimé cette présentation également. Tu peux nous en dire deux, trois petits mots? Oui, c'était une présentation, je veux dire, qui n'était pas la plus technique. Philippe n'est pas, il le dit lui-même, donc si vous regardez la vidéo, que ce n'est pas vraiment le gars technique, c'est le gars qui s'amuse avec à trouver ces données et surtout, j'ai trouvé ça super bien ce qu'on pouvait faire, je ne connaissais pas.
Pareil. C'est un peu hors de ce que moi je fais, parce que moi je suis beaucoup plus technique. Mais j'ai beaucoup de gens qui demandent tout le temps, souvent, tiens, je veux faire du BI ou je veux illustrer un peu toutes ces données et tout. Et donc, ce qu'il a montré, moi, je suis resté scotché, quoi. C'était vraiment bien. Et ce qui prouve aussi que MySQL est super intégré dans les outils qui sont disponibles sur Oracle Cloud. Et donc, c'était vraiment bien, quoi. J'ai vraiment bien aimé ça. Et il a montré des super exemples, tout le temps en utilisant MySQL Comme backend. comme back-end. Oui. Et donc, il nous montrait toutes ces possibilités d'illustration dans des maps, avec des couleurs. Non, franchement, je pense que beaucoup de gens seraient super intéressés par ça. Moi, je ne connaissais pas et j'étais intéressé. Donc, c'était vraiment bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai bien aimé également. J'ai aimé également les technologies sous-jacentes, en fait, donc, qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur, mais derrière, il y a du machine learning, il y a de l'exploration, de la découverte des données en langage naturel. Donc, j'ai vu une vidéo où, donc, ce n'est pas dans cette vidéo-là, mais où l'utilisateur prend son téléphone et en langage naturel pose une question, en fait, à l'outil d'analytique et qui va lui répondre. Donc, typiquement, voilà, quels sont le niveau d'achat qui a été fait ces dernières semaines ou sur les derniers mois, ce genre de choses-là, en langage naturel, et tu as la réponse également en langage naturel, en fait. Et c'est assez impressionnant. La technologie derrière est vraiment extraordinaire. Oui, j'invite les gens qui recherchent des solutions comme ça et qui ne trouvent pas ces outils de BI pour MySQL et tout, de jeter un œil à la présentation de Philippe qui pourrait peut-être justement leur ouvrir des portes sur ce qu'ils recherchent et qu'ils ne connaissaient pas. Exactement. Alors, la quatrième présentation, découvrez comment migrer, héberger une application cloud native dans OCI. Donc ça, c'est Thomas Varlet. Intéressante également, le cloud native, je pense que c'est un des buzzwords actuels en ce moment. On entend ça à toutes les sauces. C'est vrai qu'il semblerait que pas mal de gens se posent la question, voilà, comment mettre mon application dans le cloud. Alors, soit la créer directement dans le cloud, soit faire du lift and shift. Soit faire quelque chose d'hybride. Et il y a toutes ces bonnes questions-là, en fait, il y a une implémentation derrière, il y a comment faire. Et dans la presse, en fait, Thomas nous donne des bonnes pratiques et les pièges à éviter pour tous ces différents scénarios, lift and shift, hybride et cloud native, voilà, créer son application directement dans le cloud. Oui, il mettait l'accent justement aussi, j'ai vu sur donc, la personne où les gens disent ouais, moi je vais aller dans le cloud. Et donc, il montrait, voilà, les gens, ce qu'ils font, la première étape, c'est ils reproduisent leur architecture actuelle, mais dans le cloud. Et il Exact. disait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est comme ça qu'on fait, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on fait ça, point de vue, il disait, je veux dire, les coûts et tout ça, même si OCI est beaucoup moins cher et tout, c'est pas comme ça qu'on va gagner des coûts parce qu'il y a encore après l'étape d'aller sur des services et tout ça. Donc, c'est juste recopier son architecture je veux dire, qu'on a on-premise et qu'on veut le mettre sur le cloud exactement sans rien changer ou en utilisant, je veux dire, recréer les mêmes serveurs et tout ça, mais ce n'est pas vraiment là qu'on y gagne et ce n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, il expliquait ce cheminement que si on s'arrêtait là, c'était perdu d'avance presque. Et après, il montrait comment faire. Et alors, quand il a préparé la présentation, on m'avait aussi demandé, on avait parlé un petit peu, et quelque chose que souvent les gens, je veux dire, oublient et que lui a ajouté aussi, c'est le quid des données. Parce que j'en dis, ouais, on va sur le cloud, on va migrer, mais les données, c'est super important. Et donc, et il me disait, c'est vrai que dans tout ce qui est cloud native, les présentations qu'ils font d'habitude et tout ça, ils ne s'inquiètent pas des données, ils s'en Ouais. foutent un petit peu. Et c'est après que le gars qui s'occupe de cette migration, il s'est dit, merde, moi, je fais quoi avec toutes ces données et comment je fais pour ne pas être down pendant, je veux dire, des heures, des jours, ça dépend de cette taille de données. Et donc là, il expliquait aussi comment, par exemple, on peut utiliser Dump and Shell, le inbound replication qu'on a dans MDS, tout ça. Donc ça, c'était intéressant parce que, je veux dire, nous, en tant que MySQL, on a pensé à ça et on propose les solutions aux utilisateurs, quoi. On a l'outillage pour ça, pour minimiser le downtime et faciliter la migration. Exactement. Très bien. Alors, là, j'étais à où? J'étais à 4. La cinquième présentation, c'était encore moi, migrer d'Amazon RDS vers MySQL Database Service.
Donc là, l'idée, j'ai présenté… Alors, c'était pas orienté Amazon, en fait. L'idée, c'était plutôt de présenter un pattern de migration de quelque part vers MDS. Voilà. Donc, ça a du sens. Ça peut avoir du sens pour des raisons de coût. On est extrêmement compétitif en termes de tarifs sur le cloud Oracle au sens large du terme. Ça peut être intéressant pour des raisons pratiques, en fait. C'est du service managé. Donc, si je veux pas, j'ai pas envie de passer du temps sur des tâches sans valeur ajoutée, sans valeur business ajoutée, sans valeur métier ajoutée, comme le patching, ce genre de choses-là. Donc, ça peut avoir du sens d'avoir du MySQL dans le pass. Et donc là, l'idée, c'est les différentes stratégies, enfin, l'outillage, le workflow finalement, pour passer de quelque part. Donc, ça peut être du RDS, ça peut être sur GCP, on va tous les citer comme ça, il n'y aura pas de jaloux, Azure MySQL, etc., etc. Bon, peut-être pas tous, il y a quand même beaucoup, ou même on-premise vers MDS. Le workflow, il est finalement assez simple. On a travaillé pour ça. C'est d'utiliser MySQL Shell. On en parle beaucoup de MySQL Shell. Je pense qu'à chaque fois, et pour de bonnes raisons, c'est vraiment un outil central. Je pense que tu l'adores aussi. Enfin, je sais que tu l'adores aussi. Et donc, on a l'outillage pour extraire les données et les charger en fait dans MDS en passant, c'est pas obligatoire, mais c'est intégré par un object storage. Et puis, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui est relativement récente, mais qui est très, très, très pratique. En fait, on a une interface finalement qui va nous permettre de charger les données en fait d'un object storage dans MDS. Donc, créer une nouvelle base de données finalement à partir des données qu'on a sauvegardées. Nouvelle instance MDS, c'est super simple. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est super simple, facile à mettre en œuvre et c'est super pratique. Moi, j'aime bien rentrer un peu dans les détails. Je veux dire, c'est juste du clic. Et donc, on donne où est cet object storage où on a été mettre les données. Mais il y a un petit quelque chose qu'on ne voit pas et, derrière cette simplicité, mais qui est un gros changement par rapport à, je veux dire, aux autres compétiteurs ou quelque chose d'unique. Donc, on a MDS qui est unique, on a E2F qui est unique, mais ici, dans l'import de ces données, il y a quelque chose qui est unique aussi, c'est qu'à un moment, comme c'est un import initial, il y a un changement qui se fait dans le moteur interne de MySQL qui permet que ce load se fasse de manière beaucoup plus rapide. Donc, là, on va travailler sur la durabilité qui va être atténuer le temps de l'import, par exemple. Et les redo logs, par exemple, qui vont être retirés, les binary logs et des choses comme ça. Donc, cet import-là est très, très, très rapide, parallèle et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus que juste j'importe des données dans MySQL que je pourrais faire sur autre chose. Mais ici, en plus, derrière cette fonctionnalité très, très simple, derrière ça, on a une accélération vraiment conséquente. J'ai joué un petit peu tout ça, on arrive à des 400 mégasecondes facilement. Waouh! Donc ouais. ça dépend aussi du nombre de données, du nombre de threads et des shapes qu'on utilise, parce que bien sûr, plus on va prendre un shape assez gros, donc de l'instance, CPU, mémoire et tout, plus vite ça ira. Mais bon. En tout cas, il y a ça qui est là derrière, je veux dire, qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas, mais en tout cas qui fait que c'est beaucoup plus rapide et donc c'est très, très intéressant. Ouais. Non, merci pour ces informations. Et c'est vrai que d'une manière générale, en fait, MySQL, on connaît quand même un petit peu, on va dire ça comme ça, on fait le produit évidemment. Et c'est vrai que cet avantage-là sur les autres, en fait, c'est que finalement, on peut aller… on peut faire les derniers petits trucs, voire même les premiers grands trucs et les derniers petits trucs, les petits détails pour faire en sorte que la technologie soit la plus performante ou la plus sûre pour nos clients. Ça, c'est quelque chose qu'on a et qu'il n'y a pas ailleurs, en fait, tout simplement. Bref, on est, je pense, en toute simplicité, le meilleur endroit pour faire du MySQL. Je ne peux qu'approuver. Et la dernière présentation, c'était intégrer tout type de données avec MySQL Database Service et HeatWave de Seif Abbasi. L'idée, en fait, c'est qu'il nous a parlé d'ETL Cloud Native, en fait, qui est une fonctionnalité qui s'appelle OCI, dans OCI, qui s'appelle OCI Data Integration. Donc, l'idée, c'est, comme tout ETL, intégrer, transformer et charger des données, en fait.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est également une des forces du cloud, hein. On parlait d'analytique tout à l'heure, également pour tout ce qui est intégration de données. Finalement, on a un espace où il n'y a pas de limite de données, voilà, d'une certaine façon. Donc, on a un espace quasiment illimité de données, on a une puissance quasiment illimitée. Et pour tous ces besoins de manipulation de données, surtout s'ils sont, puis ils sont énormes finalement, le cloud, de façon générale, pas forcément que le nôtre, est un endroit, je dirais, idéal pour ces manipulations-là. Et cette présentation a été également très, très intéressante. C'est aussi un domaine que je ne maîtrise pas forcément particulièrement, mais on a appris pas mal de choses. Je l'ai trouvé très, très intéressante également. Je ne sais pas si tu as un petit mot à rajouter. Oui, non, pas expressément sur cette présentation, mais sur la journée en général, ce MySQL Day, ce qui pour moi a fait aussi la différence, c'est que justement, il y avait des personnes de l'équipe MySQL, donc toi et moi qui avons parlé là-dessus, mais on avait des gens qui ne sont pas de l'équipe MySQL, ce sont nos collègues d'Oracle et qui sont venus, qui ont voulu parler, qui étaient contents de parler de MySQL aussi et qui nous ont montré des choses que nous, utilisateurs MySQL, on ne connaissait pas. Eux ont utilisé peut-être un produit qu'ils connaissaient moins, mais qui, justement, pour l'utilisateur final et les gens qui ont suivi le truc, était très, très intéressant. Et je pense que ça, c'était vraiment aussi quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, c'est d'avoir ce panel plus élargi qui, au final, c'est l'utilisateur qui y gagne. Tout à fait, totalement d'accord. Ouais. Non, c'est très, 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 très cool, très, très bien. Je suis impatient qu'on fasse le prochain, en fait, tout simplement. Moi aussi. MySQL Shell. MySQL Shell. Alors, dis-moi, docteur, quelle est la prescription du jour? Eh bien, la prescription du jour va, je veux dire, être en corrélation avec un peu ce que tu as présenté avant et de ce qu'on a juste parlé. C'était donc, on a parlé qu'il est très facile de migrer d'autres clouds ou de MySQL on-premise sur OCI. C'est très intéressant et sur MDS, bien sûr. Mais il y a des limites. Et les limites, par exemple, c'est quand quelqu'un va vouloir utiliser ou comme source à un vieux MySQL. Comme je disais tout à l'heure, MySQL 5.6, il est temps de lui dire au revoir, mais il y a des gens qui sont encore avec MySQL 5.6 et ils disent, moi, je vais aller sur MDS 8.0, je vais m'amuser à faire le shell et dumper tout ça. Il va pouvoir dumper toutes ces données, mais par exemple, il ne va pas pouvoir dumper ses utilisateurs. Le shell va lui dire, vos tables d'utilisateurs sont beaucoup trop vieilles et ça ne marchera pas. Et donc, ce que je me suis amusé, c'est à créer un plugin qui te permet d'aller chercher ces utilisateurs qui sont dans des formats très anciens et de pouvoir les copier directement sur MDS ou sur MySQL 8, sur une autre machine. Tu n'es pas obligé de MDS, mais il est aussi pour MDS. Ça veut dire que, par exemple, dans MDS, comme c'est un service qui est géré pour toi, un utilisateur n'a pas tous les droits. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et donc, si tu as un utilisateur qui a trop de droits, ces droits sont dédiés à des utilisateurs vraiment privilégiés sur MDS, eh bien, il y a une possibilité avec ce plugin de dire oui, je veux que ce soit compatible avec MDS et il va retirer les droits qu'il n'aura pas droit d'avoir sur MDS. Et donc, il va pouvoir stripper, on appelle ça, ces droits-là. Donc, ça, c'est très intéressant quand on veut passer d'un vieux MySQL où tous les utilisateurs ont tous les accès, par exemple, et qu'on veut aller sur MySQL 8. Mais par exemple, on peut utiliser cet outil pour aussi copier les données. Imaginons que quelqu'un est sur Amazon RDS, il veut copier ses utilisateurs sur OCI. Eh bien, il y a des privilèges, comme tout le monde doit le savoir. RDS, ce n'est pas MySQL, ce n'est pas le MySQL open source ou le MySQL que tout le monde connaît. Donc, ils ont fait des modifications là-dedans. Et par exemple, une des modifications, c'est qu'ils ont des privilèges différents, comme par exemple, ils ont des privilèges pour lire S3, load S3, qui c'est des privilèges qui n'existent nulle part dans MySQL ou dans autre chose. Et donc, eh bien, quand on voudra copier cet utilisateur, eh bien, on pourra le copier et le plugin voit, c'est un privilège qui n'existe pas sur MySQL, eh bien, je vais le retirer.
Et ça a fonctionné. Et donc, on peut copier les utilisateurs comme ça. Et le plugin aussi peut nous donner juste afficher tous les grants et afficher tous les grants compatibles pour MySQL 8 ou MDS. Et donc, il nous met la liste complète qu'on peut s'amuser à faire du cut and paste ou sauvegarder quelque part pour les avoir. Ou alors, on peut dire, je veux vraiment copier les utilisateurs et faire des recherches en disant, voilà, je recopie tous les utilisateurs qui commencent par OL. Et hop, il va me le faire. Ou tous les utilisateurs qui sont dans cette host spécifique, il va le faire aussi. Ou qui utilisent des anciens plugins de mots de passe, tout ça. Donc, ce plugin Shell va permettre cela. Et c'était une demande que j'avais eue de gens qui voulaient migrer et qui avaient des problèmes justement pour le faire. Et c'est aussi compatible comme source avec MariaDB. Donc, les gens qui veulent migrer de MariaDB sur MySQL 8, MariaDB aussi utilise des anciennes versions de table d'utilisateurs. Et c'est compatible et ils peuvent migrer sur OCI. C'était aussi une demande que j'avais eue d'aider des gens qui voulaient migrer de MariaDB vers OCI MDS. Donc, voilà. Et donc, le lien pour trouver ceci, je vais l'écrire sous la vidéo et une petite démo également. Voilà. Cool. Alors, ce n'est pas ton premier plugin. En fait, on a fait quand même pas mal. Ces plugins-là, ils ont une licence. On peut les modifier. Ils sont open source, closed source. Tout à fait open source. C'est GPL V2 et il y a plein de… Je veux dire, j'ai déjà quelques contributeurs, donc c'est déjà intéressant. J'ai des gens qui, comme contribution, les testent. Et par exemple, il y a des choses que je n'ai pas vues et donc ils ont une erreur, choses comme ça, et remontent des erreurs. Et donc, ça, c'est déjà une très bonne façon de participer. Et alors, il y a des gens qui font d'autres plugins ou modifient des plugins et qui me font des pull requests. Donc, cool. C'est tout à fait open source. Super, bonne nouvelle. Et c'est vrai que je reviens sur ce que tu as dit, mais tester, c'est également une façon de contribuer. Donc, n'hésitez pas à tester et surtout à faire remonter les produits open source de façon générale, pas forcément que les nôtres. C'est certain. Alors Olivier, même si sous ce beau soleil actuellement, la pluie, les nuages, on a déjà parlé beaucoup de nuages, et on va continuer avec une fonctionnalité qu'on propose dans notre nuage, donc pour MySQL Database Service. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Alors, effectivement, sur MDS, on a plusieurs fonctionnalités. On a une qui s'appelle achat, high availability, comme son nom l'indique, haute disponibilité pour les non-anglophones. Je suis bilingue, je sais. L'idée, en fait, c'est que, alors, si je prends, donc, lorsqu'on instancie un MDS classique, standard, il faut savoir qu'on a un certain niveau de haute disponibilité. En gros, grossièrement, c'est une VM. Si jamais elle tombe, je vais pouvoir elle va redémarrer, etc., etc. Mais en fonction du type de panne, en fait, le RPO, donc le niveau de perte de données, peut être positif. Donc, dit en français, on peut potentiellement perdre des données avec la version standard. On a donc une fonctionnalité MySQL achat qui, elle, va nous donner un RPO égale 0. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vrai qu'avoir un petit peu de détails, ça peut être pas mal. Ce qu'il y a derrière, c'est MySQL Group Application. Ça, c'est vraiment intéressant parce que contrairement à ce qu'on peut trouver ailleurs, on n'est pas parti, on va dire, sous la solution de facilité. On essaie de faire quelque chose, encore une fois, on maîtrise le produit, donc on essaie d'implémenter les bonnes pratiques, d'implémenter les bons produits, de les mettre aux beaux endroits. Et pour MySQL High Availability, en fait, on est parti sur MySQL Group Application. Donc, MySQL Group Application, enfin, un petit aparté, c'est une des composantes, je dirais même la composante principale du package MySQL InnoDB Cluster. MySQL InnoDB Cluster, on en a déjà parlé souvent ici, et comme vous devez le savoir, c'est une de mes fonctionnalités favorites de MySQL. L'idée, c'est de la haute disponibilité en top de box. Si j'ai besoin de haute disponibilité dans MySQL, je dirais, allez, 9 fois sur 10, MySQL InnoDB Cluster devrait répondre aux besoins. C'est une façon très, très simple, en fait, grâce à MySQL Shell, on y revient encore, grâce à MySQL Router, qui est un middleware entre l'application
et Group Application faciliter l'architecture, et donc MySQL Group Application qui permet de répliquer les données, qui fait du database automatic database failover et d'autres fonctionnalités. Donc ça, on va dire, c'est dans le monde on-premise. Pour MDS, en fait, on est parti sur cette brique MySQL Group Application, pardon, qui est implémentée donc, sur 3 nœuds. En fonction, donc pour donner un petit peu plus de détails, en fonction du data center, donc, en fait, on parle de régions. Une région contient ce qu'on appelle des AD, Availability Domain, donc c'est entre 1 et 3. Pour une région qui contient 3 Availability Domain, en fait, chaque nœud du cluster va être déployé sur un AD. Donc, les AD, en fait, on peut les voir comme des data centers physiques différents, enfin physiquement différents en fait, totalement indépendants, avec une communication réseau à très très faible latence, donc très très performante. Donc ça, d'un point de vue haute disponibilité, c'est juste top en fait. Certains AD, certaines régions n'ont qu'un seul AD. Alors, ce n'est pas problématique parce qu'il y a encore une subdivision par AD, c'est les FD, Fault Domain, excusez-moi pour les acronymes. Chaque AD est composé de 3 FD. Donc, les FD, on peut les voir comme des salles différentes, en fait. Voilà, donc indépendantes également. Et là encore, donc pour les régions qui contiennent qu'un seul AD, les nœuds vont être déployés sur les 3 FD. Est-ce que je suis clair juste là? Moi, je suis. Cool. Il y en a au moins un qui suit. Voilà, donc le achat est basé sur MySQL Group Application. Là encore, je vais donner un petit peu de détails, pas forcément trop de détails pour pas que la vidéo soit trop longue, mais on a une notion de primaire, secondaire. Le primaire, c'est le nœud qui accepte les requêtes d'écriture et de lecture aussi. Donc, c'est le nœud finalement que l'application va voir. Donc, on a ce qu'on appelle un endpoint. Donc, c'est l'adresse IP que l'application va utiliser pour se connecter au cluster. Donc, l'application ne verra que cette adresse IP, en fait, finalement. Et en cas de crash du nœud primaire, grâce à MySQL Group Application, un nœud secondaire va être automatiquement élu primaire, donc il n'y a aucune action utilisateur à faire à ce niveau-là. Et comme le endpoint ne change pas, au point de vue de l'application, elle utilisera toujours la même adresse en fait, pour se connecter au nouveau primaire. Voilà dans les grandes lignes. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Non, je pense que, je veux dire, la question qui revient souvent, c'est tiens, et le routeur là-dedans? Mais au fait, il n'est pas nécessaire parce que justement, dans le cloud, on utilise ces endpoints. Et donc, comme on utilise un endpoint, on n'a pas besoin du routeur qu'on pourrait avoir on-premise. Et c'est le endpoint qui fait tout le boulot. C'est ça. Et pour reboucler sur ce que je disais au début, notamment par rapport à MySQL InnoDB Cluster, donc sur version on-premise, effectivement, le package Group Application, routeur et MySQL Shell, mais il faut bien garder à l'esprit que je peux utiliser MySQL Group Application tel quel, en fait, tout seul, sans MySQL Shell si je veux le paramétrer à la main, rajouter des nœuds ou pas à la main, avec MySQL Shell si je veux automatiser ou ne pas le faire à la main, mais sans MySQL Router, utiliser un proxy SQL, un F5, un HAProxy, enfin bref, le middleware qui m'intéresse. Voilà. Donc, je peux utiliser la techno MySQL Group Application toute seule, et c'est finalement ce qu'on a fait également dans OCI. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui sur InnoDB? Et donc, on a vu c'était quoi InnoDB la dernière fois. Et donc, cette fois-ci, qu'est-ce que le buffer pool? Parce que le buffer pool, c'est peut-être le composant le plus important de InnoDB. Alors, pourquoi est-il aussi important? Eh bien, parce que c'est celui qui va aussi, je veux dire, affecter grandement la performance, mais aussi qui, pour l'utilisateur qui n'y connaît rien, va aussi lui poser des fois des questions et des problèmes en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, qu'est-ce que le buffer pool? Donc, le buffer pool, c'est juste un emplacement mémoire dans lequel on va mettre les pages InnoDB, exactement les mêmes qu'elles sont sur le disque, sur le table space. Et donc, si on dit, voilà, souvent, ça dépend aussi de ce qu'on fait, mais si on a une machine MySQL qui est dédiée, un serveur dédié, on va prendre entre 70-70% et 90-90% de la mémoire. Tu es bilingue aussi, en fait.
Si, tu as vu ça? Et, euh, et donc, c'est beaucoup de mémoire parce que c'est vraiment là que tout va se faire, en fait, tout le boulot se fait. Quand on va écrire, quand on va lire, tout se fait dans le buffer pool. Euh, il y a plein de choses on peut avoir plusieurs buffer pools, on peut le diviser en plusieurs sections de différentes tailles et tout. Ben bon, ici, pour synthétiser, on a une grosse masse mémoire qui est là, qui est allouée par défaut. Souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle, euh, les gens disent, voilà, ça allait bien, j'ai fait un upgrade de ma machine, de mon serveur, donc j'ai stoppé MySQL, j'ai changé, je suis passé à la version supérieure, je redémarre MySQL et mes queries elles sont lentes. Pourquoi? Eh bien parce que justement, le buffer pool, il n'est pas chaud, on dit, et donc il faut faire ce warm-up. Et ce warm-up, ben, c'est qu'il faut qu'il y ait des données dedans. S'il n'y a pas de données dedans, ben, MySQL va devoir lire sur les disques, ce qui est beaucoup plus lent que de lire dans la mémoire. Et est-ce qu'on a un moyen pour accélérer ce warm-up, faire quelque chose à ce niveau-là? C'est ça. Donc, dans MySQL, il y a possibilité de sauvegarder l'adressage des pages qui sont dans le buffer pool sur le disque au moment où on veut l'éteindre ou au moment où on a envie de le faire. Donc, on pourrait faire une tâche qui va dire, OK, je vais sauvegarder le buffer pool toutes les heures, l'adressage. Et au moment où on va redémarrer MySQL, on peut recharger ce buffer pool. Donc, ça, c'est intéressant. Ou alors, c'est intéressant aussi de dire, voilà, maintenant, je suis en prod, maintenant, je vais faire de la maintenance, je vais m'amuser à faire des alters, tables, je vais faire des choses que je dois faire en maintenance. Je vais sauvegarder le buffer pool avant ma maintenance, je vais faire ma maintenance, je vais faire du reporting, choses comme ça, qui va peut-être aller retirer des pages qui me sont très intéressantes pour ma production et qui sont beaucoup moins intéressantes après, juste que j'en ai besoin pour mon reporting, et recharger quand j'ai fini la mémoire comme elle était. Et donc là, pour réaccélérer et avoir ce qu'il faut. Donc ça, c'est très intéressant. Et le dump également pourrait être un bon exemple aussi. Le faire avant le dump et C'est faire ça, parce que le dump, tu devras. Donc, j'allais venir à ça. Quand on va lire une donnée sur MySQL, quand on lit une donnée en InnoDB, eh bien, on va regarder si elle est dans la mémoire. Elle n'est pas dans la mémoire. On va la chercher dans le disque et on la met dans la mémoire. Et donc, cette page est dans la mémoire. Puis, donc, chaque fois qu'on va lire, on va devoir les mettre. Si maintenant, il n'y a plus de place assez, parce qu'on pourrait avoir 3 terabytes de données sur nos disques, on n'a pas 3 terabytes de RAM, ben, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ben, on va retirer celle qu'on a déjà lue et on va mettre celle-là. Et alors aussi, quand on écrit, on va aussi écrire d'abord en mémoire, et là, on ne va pas les mettre sur disque. Ça, on va utiliser pour écrire, on écrit sur les transactions log, on verra ça une prochaine fois. Mais donc, ces pages qui sont écrites, elles sont ce qu'on appelle dirty en mémoire. Donc, c'est des pages qui devront être écrites sur disque à un moment peut-être. Et donc, à un moment, quand le buffer pool arrive à saturation, eh bien, ou que les transactions lock aussi arrivent à saturation, eh bien, il faudra les écrire. Donc, ça va ralentir tout parce qu'on devra les purger tout ça et les écrire sur disque seulement à ce moment-là. Mais donc, si on écrit tout le temps la même donnée et qu'on a de la place assez, eh bien, cette page va s'écrire, toujours la même en mémoire et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas, InnoDB est durable, on a quelque chose qui nous permet de ne pas perdre ces données, mais là, on écrit tout le temps au même endroit dans la mémoire et seulement de temps en temps, on va écrire sur le disque. Mais quand on doit lire beaucoup, eh bien, on va devoir aller forcer cette écriture sur disque pour pouvoir libérer cette page pour mettre la page qu'on veut lire. Et donc, quand on fait un dump, on va retirer ça. Et à un moment, quand on a fini le dump, on a toutes les pages des dernières tables qu'on a lues, mais peut-être que ce n'est pas ce qu'on va utiliser en prod. Et donc là, on va reloader, recharger le dump du buffer pool qu'on a fait avant de faire le dump des données logiques. Okay, donc ça, c'est très intéressant. Et donc, ce buffer pool, plus il est grand, mieux c'est. Bien sûr, il faut qu'il y ait assez de mémoire pour tout le reste. Donc, ça, il faut vraiment faire attention à bien gérer. Et aussi, ce qu'on dit tout le temps, il faut que le working set soit en mémoire. Donc, le dataset, c'est le nombre de données que vous avez dans MySQL, donc peut-être 3 terabytes. Et le working set, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 100 gigas, qui sont les 100 gigas que vous écrivez tout le temps ou lisez. Parce que même si on a 3 terabytes de données, ça m'étonnerait qu'on s'amuse à faire du full table scan à tire-larigot. Et donc, dans le buffer pool, on a donc ces pages de données, ces index, tout ça, tout est dans le buffer pool.
Donc, InnoDB, quand il accède des données, il accède toujours le buffer pool. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir ce buffer pool bien dimensionné pour les données qu'on veut utiliser et pour le serveur qu'on veut. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, si c'était clair. Ah, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est très, très clair. Je pense que pour nos auditeurs également. Non, parfait, parfait. Buffer pool, donc c'est l'un des paramètres les plus importants. Il faut j'allais dire le sizer, mais ce n'est pas du bon français. Dimensionné. Dimensionner, merci, de façon optimale, en fait, pour des performances optimales. C'est vraiment l'un des premiers paramètres lorsqu'on fait du consulting qu'on regarde, en fait, en général. C'est ça. Et surtout, ne parlez pas de key buffer size. Vous allez m'énerver, le Fred. Maïzam, on oublie. Ça, c'était Maïzam. On ne l'aime plus. Au revoir, Maïzam. Au revoir, Maïzam. Enfin, donc, non, c'est vraiment important d'avoir… et alors, on verra, ça, c'est le premier je veux dire, paramètre pour InnoDB. Et il y a le deuxième qu'on verra la prochaine fois, qui est justement la taille des logs InnoDB pour ne pas perdre ces données quand on écrit en RAM et qu'on ne l'écrit pas directement sur disque. Ça, c'est du teasing, ça. Vivement la prochaine fois. Ah, suspense. Ok, Olivier, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça t'a plu autant que moi. Totalement, totalement. Ça m'avait vraiment manqué, donc ça, c'est cool. Vivement la prochaine. Ça, c'est passé vite, hein. Ça a duré 10 minutes d'enregistrement. Je ne pense pas. Super. Merci beaucoup, Fred. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. À bientôt. Salut. MySQL is great. Salut. Yep.